Un nouvel essai vient de paraître chez Albin Michel. Bitch, le pouvoir des femelles dans le monde animal, par Lucy Cook. Pourquoi les stéréotypes sexués, même chez les animaux, ont-ils la peau dure ? Pendant longtemps, la vision sur les sociétés animales était simple. D'un côté, des mâles dominants qui se battent et qui cherchent à copuler avec tout ce qui leur tombe sous la patte. Et de l'autre, des femelles passives, dociles et maternelles. Mais les avancées en éthologie ont bouleversé ces clichés. Cet ouvrage est la synthèse des derniers progrès en la matière. Il montre que les rôles entre les sexes est beaucoup moins figé qu'on ne le pensait et que les visions genrées fondées sur un supposé binarisme sexuel sont absurdes. Éthologie, délivrez-nous du mal. Lucy Cook, bonjour. Bonjour. Mais vous êtes zoologiste, autrice, productrice de télévision et réalisatrice de documentaires britanniques et l'autrice de Bitch, qui vient donc de paraître chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci Pascal Fougère, merci d'être notre interprète aujourd'hui. Nous sommes également en ligne avec Élise Huchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directrice au CNRS à l'Université de Montpellier, spécialisée dans l'étude du comportement animal. Merci à vous aussi qui nous écoutez en direct sur France Culture ou en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources complémentaires. C'est pour enrichir votre écoute et c'est tout de suite sur notre fil @ScienceCQFD. Alors, comment notre compréhension des femelles et des mâles a-t-elle été bouleversée ces dernières décennies ? Comment l'éthologie reformule la répartition du pouvoir entre les sexes et que connaît-on des espèces dominées par les femelles ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, le pouvoir féminin chez les animaux a traditionnellement été considéré comme anecdotique. C'est le cas notamment de la hyène et c'est notre archive du jour. La règle veut que seule la mère allaite ses petits. Cette communauté est beaucoup plus organisée qu'elle n'apparaît. Matriarcale, elle est entièrement dirigée par les femelles. Les mâles, eux, ne sont que rarement admis aux alentours de la tanière, peut-être d'ailleurs à cause de leur tendance cannibale. En général, ils sont considérés comme inférieurs. Les femelles adultes, plus grandes que les mâles, peuvent peser plus de 75 kilos. La position de la mère dans le groupe est importante. Si elle est dominante, les petits seront mieux nourris et apprendront davantage. Voilà un extrait de l'émission Terre des Bêtes en 1985. Lucy Cook, on voit sur votre couverture cet animal, presque une égérie. La hyène montre que la domination des mâles n'était pas une évidence chez les mammifères. Hello. Hyenas are extraordinary creatures. Alors les hyènes, c'est des créatures tout à fait extraordinaires. Les femelles sont extrêmement dominantes dans la société des hyènes. Et je crois que cet animal a changé la manière dont les gens peuvent comprendre comment une société fonctionne. Parce que ces femelles hyènes sont plus grandes, plus agressives, elles peuvent aussi se séparer du groupe. Et vraiment, à l'extérieur de cette société, mendiant du sexe et de la nourriture, il y a les mâles. Élise Huchard, une réaction vous aussi à cette archive? Oui, c'est intéressant de se replacer quelques années en arrière. En fait, il y a quelques imprécisions dans cette archive. On voit que ça date un petit peu parce qu'on a appris des nouvelles choses depuis sur les sociétés des hyènes. Mais à cette époque-là, c'était une véritable découverte et un véritable choc, je pense, dans la communauté scientifique et pour le grand public, de se réaliser qu'il y avait des sociétés qui effectivement où les femelles pouvaient être socialement dominantes sur les mâles. Jusqu'à présent, on considérait que c'était vraiment la dominance des mâles une évidence, en fait, le cas par défaut des sociétés animales, en fait. Oui, c'est que le pouvoir était perçu donc comme l'apanage des mâles, et voilà la hyène comme un contre-exemple, et on a de plus en plus de contre-exemples grâce justement au progrès de l'éthologie.
Yes, we do have lots more examples Oui, now. c'est le cas en effet. Même si ça a pris longtemps d'accepter tous ces contre-exemples, en fait, et cette domination féminine. Un bon exemple, c'est le bonobo. Alors, le bonobo, cette société des bonobos, vous connaissez sans doute, est très différente de la société des chimpanzés. Alors que les chimpanzés sont plutôt guerriers et patriarcales, les bonobos sont paisibles et matriarcales. Les femelles, en fait, ont une sororité extrêmement importante, voilà, qui n'a rien à voir avec les liens du sang. Elles peuvent dominer les mâles. Et Amy Parrish, qui a découvert donc la société des bonobos était une société matriarcale, quand elle a fait cette découverte, il y a eu vraiment, en fait, un espèce de refus des hommes primatologues qui insistaient, disant que ça ne venait que du fait qu'on avait observé ces bonobos en captivité et qu'on ne pouvait absolument pas constater ça dans la nature. Ça, c'est une découverte assez récente comparée à celle des Yale. Et donc, c'est toujours assez difficile à accepter cette domination des femmes dans une société, des femelles, pardon, dans une société. Et particulièrement quand, effectivement, les femelles, qui plus est, sont plus petites que les mâles, puisque cette grosseur serait un trait de la domination. Alors pour comprendre pourquoi c'est si difficile à accepter, peut-être qu'on peut faire un petit retour en arrière et parler des fondements théoriques. On va parler évidemment donc là de la sélection sexuelle, qui est donc cette théorie de Darwin, parce que Darwin en 1871 publie les grandes lignes donc de sa nouvelle théorie, la sélection sexuelle. C'est le deuxième concept qui vient compléter sa théorie de la sélection naturelle, Élise Huchard. La sélection sexuelle, elle est là pour essayer de comprendre les traits des caractères sexuels secondaires chez les espèces animales. Oui, en fait, il faut bien comprendre que Darwin était face à un problème. À ce moment-là, en fait, il avait élaboré toute cette immense théorie de la sélection naturelle qui expliquait comment les traits qui confèrent une meilleure survie aux individus vont devenir plus fréquents petit à petit, envahir les populations et puis se répandre, en fait. Et puis, mais il y avait un petit problème dans cette théorie, c'était ces caractères qu'on ne pouvait pas ignorer parce qu'ils étaient vraiment frappants, évidents, comme par exemple la queue du paon, pour lesquels clairement l'avantage pour la survie n'était pas évident. En fait, on se demandait bien comment la sélection pour la survie pouvait avoir favorisé des ornements aussi extravagants qui forcément allaient augmenter la prédation de celui qui les portait, ou encore des sortes d'armes comme les bois du cerf qui clairement gênaient la progression d'un beau grand cerf dans la forêt. Et donc, il fallait qu'il trouve une solution pour expliquer l'évolution de ces traits, sans quoi ça portait préjudice à sa théorie. Et il a proposé donc la sélection sexuelle, qui disait que en fait, ces traits n'était pas un avantage forcément pour la survie des individus qui les portaient, mais était un avantage dans la reproduction, et notamment soit dans la compétition pour l'accès à un partenaire de l'autre sexe. Donc là, on comprend bien comment les armes comme les bois du cerf, les cornes, etc., les canines très longues peuvent aider, ou bien un avantage dans la séduction d'un membre de l'autre sexe. Donc en général, et remarqué que ces ornements et ces armements étaient plus communes chez les mâles, et que du coup il proposait que en général c'était les mâles qui entraient en compétition, se livraient une compétition féroce pour l'accès aux femelles, et les femelles, elles, qui se montraient sélectives et qui grâce à leur choix d'accouplement allaient permettre à ces magnifiques ornements d'évoluer et d'être sélectionnés par la sélection sexuelle. Voilà, c'était comme ça que Darwin expliquait le dimorphisme sexuel. Lucy Cook, voilà, la sélection naturelle, c'est lié à la lutte pour la survie. La sélection sexuelle, elle est liée à la lutte pour la reproduction. Yes, it's Darwin realized that there were two Oui, Darwin a struggles in life. réalisé qu'il y avait en fait deux luttes dans la vie, celle pour la survie et celle pour le sexe. And sex, this Et struggle for sex cette lutte was the pour one le sexe,
était celle qui avait encourager les traits les plus extraordinaires qu'on voyait dans la nature, voilà, les bois du cerf, la queue du paon. Et il sait que les mécanismes qui dirigeait en fait cette compétition pour le sexe, c'était la compétition chez les hommes et le choix des femelles. Et Darwin était très progressif en disant que c'était les femelles qui choisissaient, ça voulait dire donc que c'était les femmes qui façonnaient l'évolution en fait des mâles. Et ça, c'était une idée très impopulaire dans l'Angleterre victorienne et c'est une des raisons pour laquelle cette théorie n'avait pas été acceptée pendant très très longtemps. Et la sélection sexuelle par la suite a été complétée par une explication sur les différents types de gamètes, Lucy Cook. C'est ce qu'on appelle également le gradient de Batman qui a été théorisé par le généticien anglais Angus Batman. Yes, Bateman sought Alors, en fait, Batman a pensé à trouver des preuves empiriques pour soutenir la théorie de Darwin. Et il l'a fait en faisant une expérience extrêmement simple avec des mouches à fruits qui avaient des difformités, pas d'ailes, pas d'yeux, des grandes têtes. Je ne sais pas si vous avez ce programme en fait qui s'appelle Love Island. Il a créé en fait cette espèce de comme une émission de télé-réalité, L'amour sur l'île ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez ce programme. Et donc il y avait cette interaction entre des mutants et comme ça il a pu voir en fait qui s'était associé sexuellement à l'autre et donc il a pu voir en fait comment en fait les mâles avaient un bénéfice à avoir des partenaires multiples et pas les femelles. Et il a fait un travail absolument fantastique pour prouver que Darwin avait raison. Mais le problème, c'est que la manière dont il avait fait ses expériences n'était pas très rigoureuse. Oui, puis d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous remettez en question, Lucy Cook, le caractère universel de cette loi de Batman. Yes, I was taught this universal. Oui, alors moi, on m'a expliqué à l'université, on me l'a apprise, cette loi universelle, et elle m'avait beaucoup attristée à l'époque. Si on enseigne ça comme une loi universelle, c'est-à-dire que les spermatozoïdes en grand nombre n'ont pas beaucoup de valeur et que les ovules sont plus importants et donc qu'il y aura effectivement une promiscuité plus grande des mâles qui tireront bénéfice à donc s'accoupler avec beaucoup de femelles alors que pour les femelles ça sera l'inverse. Le problème en fait c'est que ce n'est pas une règle universelle et donc on connaît des exemples où les mâles sont effectivement plus promiscueux que les femelles, mais il y a énormément d'exemples de femelles promiscueuses. Et ça a été ignoré pendant très très longtemps. Élise Huchard, pardon, pour compléter ce qui vient d'être dit. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Effectivement, les gradients de Bateman, c'était, je pense, un progrès important à l'époque parce que c'était une des premières fois qu'il y avait une tentative expérimentale en fait de tester la sélection sexuelle. Donc c'était quelque part une très belle expérience. Puis elle a vraiment été dans le sens de l'hypothèse qu'il cherchait à tester, à savoir que parce que les mâles sont le sexe qui produisent beaucoup de petits gamètes. À ce moment-là, s'accoupler avec plusieurs partenaires, ça augmenterait le succès reproducteur, alors qu'au contraire, les femelles sont le sexe qui font peu de gros gamètes, ce qui fait que quand une femelle a un seul gros gamète, même si au cours d'un cycle, elle s'accouple avec de multiples partenaires sexuels, elle n'aura qu'une portée ou un petit à la fin. Et par contre, en effet, ce scénario-là, il est relatif en fait, et le monde naturel il se caractérise par une immense diversité.
Et à la fois, on peut à la fois voir que ça varie beaucoup en fonction des espèces. Et typiquement, chez une espèce sexuellement monogame, le mâle comme la femelle ne s'accoupleront qu'avec un partenaire et auront le même nombre de petits à la fin. Et puis inversement, comme l'a souligné Lucie, il y a des espèces où les femelles cherchent à s'accoupler avec de nombreux partenaires, et on a pu montrer plus récemment que ça leur procurait des bénéfices reproductifs en fait. Donc en effet, il faut relativiser cette expérience, même si elle a une certaine valeur historique et même si elle se vérifie encore dans un certain nombre de systèmes en fait. On a consacré une émission d'1 heure à ce sujet, au titre très intelligent d'ailleurs, sélection sexuelle à la queue leu, où j'invite nos auditeurs à écouter d'ailleurs ce podcast où on parle pendant 1 heure justement de la sélection sexuelle de Darwin. Sur votre ouvrage, Lucy Cook, vous, ce que vous faites à l'intérieur de cet essai, c'est de répertorier la grande diversité des comportements des femelles dans le monde animal et vous montrer que le rôle des femelles ne se définit pas par les caractéristiques de la sélection sexuelle. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Lucy Cook et Élise Huchard, nous parlons de l'essai Bitch, le pouvoir des femelles dans le monde animal. On vient de voir comment les étiquettes femelles passives, difficiles à séduire et mâles libertins non discriminants sont plus tout à fait valables en éthologie. Et notamment, dans cet ouvrage, vous parlez d'une découverte, Lucy Cook, qui a bouleversé le monde de l'ornithologie. 90% des femelles oiseaux sont volages. Yes, this discovery really rocked the world of ornithology. Alors ça, c'est vraiment une découverte qui a secoué le monde de l'ornithologie, parce que tout le monde pense à ces oiseaux chanteurs qui sont une espèce de reflet de notre vie domestique en fait. On les voit chanter dans nos jardins, ils ont des belles couleurs. Et on a vraiment l'impression que tout ça, c'est un monde domestique très heureux. Et on a juste pensé qu'un nid n'avait qu'un père, jusque Patricia Goarty, qui est une scientifique féministe pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, a décidé d'utiliser des nouvelles technologies pour utiliser en fait des tests de partie-unité sur les œufs. Et donc elle a découvert que des œufs dans le même nid pouvaient avoir des paires multiples. Bon, ça l'avait pas surprise, mais quand elle a fait une conférence sur le sujet, les gens étaient très très choqués et un homme ornithologique âgé était absolument scandalisé et a dit que la seule chose qui pouvait expliquer ça, c'était que les femelles étaient été contraintes parce que rien ne pouvait sinon justifier la présence de ces œufs qui avaient été fécondés par différents pères. Parce que, effectivement, les femelles, elles n'ont pas de pénis, elles n'ont pas la capacité de contraindre le mâle. Si le mâle ne lui convient pas, elle s'envole, c'est tout. Et Patricia Goarty, elle était absolument scandalisée par cette accusation et ça a pris pratiquement 10 ans aux autres ornithologistes pour mettre des traceurs sur les oiseaux pour effectivement voir que c'était bien le comportement des femelles de chercher différents partenaires sexuels. Élise Huchard. Oui, tout à fait. En fait, après, on peut s'est posé la question de pourquoi les femelles chez les oiseaux, elles étaient aussi volages. Effectivement, alors, ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Il y a des espèces où c'est presque systématique, en fait. C'est copulation hors couple. Et une des réponses, a priori, c'est que les mâles qui sont capables de transmettre les meilleurs gènes à leurs petits ne sont pas toujours forcément les mêmes que ceux qui sont capables d'être les meilleurs pères, en fait, et de fournir les meilleurs soins paternels. Et donc, cette stratégie, en général, elle est très intéressante parce qu'elle permet aux femelles de jouer sur les deux tableaux, en réalité. Voilà comment détricoter un premier mythe, celui de la monogamie chez les femelles. On peut parler maintenant des rapports de pouvoir mâle-femelle. Élise Huchard, vos travaux récents montrent que les rôles ne sont pas binaires, mais au contraire, qu'il existe un vrai dégradé entre des rapports de pouvoir entre les deux sexes.
Oui, ben là, on a bien introduit la question à travers l'exemple des hyènes tachetées, puis des bonobos, hein, évidemment, parce que sur les bonobos, la découverte était d'autant plus surprenante que c'est une des espèces les plus proches de nous, et que donc ça a des implications potentielles pour les comportements des humains. En fait, pendant très longtemps, cette dominance sociale des femelles, elle a été considérée un peu comme anecdotique. On a parlé de ça chez la hyène tachetée, chez les bonobos, chez les lémuriens aussi. Mais c'était un peu considéré comme un accident évolutif, à savoir un monde où la dominance sociale, elle serait toujours du côté des mâles et où, pour des raisons qu'on a du mal à comprendre de temps en temps et de façon complètement exceptionnelle, il y a eu ces cas. Et en fait, cette vision, on considérait qu'une espèce était soit dominée par les femelles, soit dominée par les mâles. Et que cette dominance, c'était un trait fixe de l'espèce, quoi. Il ne pouvait pas y avoir de variation à l'intérieur d'une espèce. Et cette vision un peu fixiste et binaire des choses, elle a longtemps beaucoup limité notre capacité à mieux comprendre pourquoi la dominance, elle pouvait varier. Et elle pouvait être parfois du côté des femelles, parfois du côté des mâles, parce que c'est très difficile en fait de comprendre l'évolution d'un trait qui a évolué qu'une ou deux fois dans l'évolution. C'est très difficile de faire des statistiques, par exemple, pour essayer de tester qu'est-ce qui a pu se passer. Et en fait, récemment, on s'est rendu compte que en réalité, il s'agissait d'un continuum et que il y avait effectivement des espèces où la dominance, elle était strictement femelle, comme chez certains lémuriens, des espèces où la dominance était strictement mâle, comme par exemple les babouins chacma que moi j'étudie, hein, qui sont mon principal sujet d'étude, mais que par contre, il y avait tout un continuum entre ces deux extrêmes qu'on avait complètement ignoré jusque-là. Et que parmi ces espèces qui se situaient plus au milieu, en fait, il y avait beaucoup de flexibilité dans la dominance sociale et on pouvait avoir dans un groupe un mâle alpha, dans un autre groupe une femelle alpha. Pour certaines espèces, c'est le cas par exemple chez les hyènes, c'est rare qu'il y ait un mâle alpha, mais ça peut arriver. C'est le cas chez les bonobos, on peut avoir dans certains groupes sociaux un mâle alpha, dans certains groupes sociaux une femelle alpha. Et donc à partir de là, on peut essayer de mesurer pour chaque espèce le score en fait de dominance des femelles, par exemple le pourcentage de batailles qu'une femelle peut gagner en moyenne dans le conflit avec des mâles, et puis commencer à essayer de comprendre pourquoi dans certaines espèces les femelles sont plus dominantes et dans d'autres espèces elles sont moins dominantes. Voilà, là on parle des femelles, mais ce qu'il faut dire surtout ici, Lucie Cook, c'est que chez les mâles aussi, on découvre des comportements beaucoup plus variés que prévu. Oui, tout à fait. Hein. Les mâles sont victimes aussi des préjugés du patriarcat, hein, tout autant que les femelles. Hein. Ce mythe de la maternité, de l'amour maternel qu'on dit seulement féminin, il y a effectivement une découverte récente qui a montré en fait que nous avions dans le cerveau, en fait, que les espèces animales avaient dans le cerveau, en fait, quelque chose qui dictait cet intérêt maternel, et ça, tout à fait indépendamment du sexe. Alors, pendant très très longtemps, on s'est focalisé sur les différences, mais dans mon livre, j'ai aussi examiné les similarités. Élise Huchard. Oui, alors en effet, les rôles des sexes, ils sont très flexibles, donc du coup ça concerne les femelles, mais ça concerne tout autant les mâles. Et il y a effectivement, par exemple, pour beaucoup d'entre nous, les soins parentaux, c'est souvent largement biaisé en faveur des femelles. C'est surtout les femelles qui vont avoir des comportements maternels, comme l'a bien expliqué Lucie, même si elle a expliqué que c'est pas toujours le cas. Mais il y a des ordres entiers chez lesquels, ou des groupes entiers d'animaux, comme chez les poissons, où en fait la norme, c'est plutôt que ce soit les mâles qui fassent les soins parentaux. Oui. Donc effectivement, ces visions, et y compris chez les mammifères, on a pendant longtemps négligé le fait que les mâles pouvaient aussi, par exemple, faire du choix d'accouplement. Voilà, on a parlé des soins paternels, y avoir des rôles des sexes très, très flexibles.
Il y a même des espèces où les individus peuvent changer de sexe au cours de leur vie et où en fait le sexe c'est pas un trait d'un individu mais c'est un stade d'histoire de vie en fait comme chez certains poissons où on commence par être mâle et ensuite on termine sa vie en tant que femelle quand on accède à la dominance sociale. Par exemple, c'est le cas des poissons clowns, le petit Nemo de Disney qui est très populaire. Vous évoquez le choix d'accouplement chez les mâles. Par ailleurs, les mâles n'ont pas le monopole de la compétition intrasexuelle. Je vous propose un extrait, une lecture de votre ouvrage. C'est la fin de l'après-midi dans les plaines herbeuses du Masai Mara. Tandis que le soleil orange descend doucement vers l'horizon, une paire de topis se castagne à l'ombre d'un acacia. C'est la saison du rut et les 2 antilopes de taille moyenne, imaginez des chèvres hors gabarit sur échasse, ont rejoint des centaines d'autres topis qui se livrent à des joutes pour obtenir des rapports sexuels. Les 2 excités se font face, chargent et se laissent tomber sur les genoux en emboîtant leurs cornes en forme de lyre. Les têtes plaquées au sol dans un bras de fer brutal. Après quelques secondes tendues, le topi dominant exploite un léger avantage de taille et repousse l'autre, toujours au sol. Déshonoré tel un sumo expulsé du ring, le perdant regagne précipitamment le reste du troupeau en secouant la tête, laissant le vainqueur récupérer son trophée, une copulation avec le meilleur mâle. Ces rivaux armés et agressifs ne sont en effet pas des mâles qui se battent pour des femelles, mais des femelles qui se disputent en duel les spermatos du topi le plus au top. Voilà un extrait du chapitre « Garces entre elles quand les femelles se battent ». Alors quand Darwin décrit la loi du combat, en effet, les topis femelles sexuellement actives et agressives n'y figurent pas. Lucy Cook, on a l'habitude de penser que le mâle déterminait tous les accouplements, mais les femelles ont des stratégies sexuelles actives elles aussi. Absolutely. Yes, females are every bit as strategic as males. For a long time, on a toujours pensé que la stratégie n'était que masculine, oui, mais en même temps, c'est une idée qui remonte aussi loin qu'Aristote, cette idée de la femelle passive. For some reason, it seems to be socially very unacceptable for females to be. Ça a l'air socialement assez peu acceptable d'avoir des femelles qui soient volages, mais beaucoup de femelles ont des stratégies sexuelles, que ce soit les oiseaux qui chantent, les bonobos, les antilopes, topis, là, comme on vient d'écouter. C'est effectivement très répandu, en fait, cette stratégie pour arriver à s'accoupler avec beaucoup de mâles. Le contrôle reproductif est le cœur des enjeux de pouvoir entre les sexes. Élise Huchard, quelles sont les stratégies des femelles pour exercer ce contrôle reproductif ? Elles sont extrêmement complexes, extrêmement diverses. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour laquelle aussi les femelles ont été étudiées moins que les mâles historiquement. C'est que c'est souvent beaucoup plus simple de travailler sur les mâles que sur les femelles. Et voilà, pour ma part, ça fait 20 ans que je trouve ça compliqué. Mais elles sont, alors pour en citer quelques-unes, donc elles sont très très variées. Il y en a, elles peuvent être, ça peut être par l'intermédiaire de traits anatomiques comme chez la hyène tachetée, par exemple, qui possède ce pseudo-pénis qui, on le comprend aisément, rend l'accouplement très difficile. Et ça veut dire que pour qu'un mâle puisse s'accoupler, il faut que la femelle soit complètement coopérative et donc d'accord avec le fait de s'accoupler, qu'elle reste immobile pendant longtemps, etc. Donc ça leur confère un contrôle reproductif total. En fait, elles peuvent absolument refuser un accouplement si elles ne veulent pas s'accoupler. Mais il y a des stratégies beaucoup plus complexes que celle-là. Par exemple, il y a celle des femelles Foussa, c'est le plus gros carnivore de Madagascar, c'est comme un gros chat. Ces femelles, elles sont essentiellement terrestres, mais quand au moment de la période de l'accouplement, elles vont monter dans un arbre, elles vont rester dans un arbre pendant une semaine, et là elles vont s'accoupler avec parfois des dizaines de mâles, parfois elles vont s'accoupler pendant plus de 24 heures avec un mâle, et en fait la raison pour laquelle elles montent dans l'arbre, c'est que ça augmente leur contrôle sur leur partenaire. En fait, ça leur permet de filtrer les mâles qui sont autorisés à grimper dans l'arbre et de repousser vers le sol ceux dont elles ne veulent pas.
Et donc, c'est vraiment un mécanisme très actif pour parvenir à imposer leur choix, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde le choix des femelles, enfin, quand on dit dans cette théorie de la sélection sexuelle, les femelles, elles étaient souvent présentées comme passives. En fait, c'est vraiment ignorer la complexité des stratégies que les femelles peuvent mettre en place pour pouvoir en fait exercer ce choix, parce que c'est vraiment impressionnant quand on les étudie plus en détail. Il y a aussi l'exemple que j'aime beaucoup, des mangoustes rayés qui déclenchent des conflits entre groupes pour pouvoir profiter du chaos pour se reproduire avec des mâles de l'autre groupe et ainsi choisir leur partenaire. Alors qu'en est-il maintenant des soins pour les petits entre les femelles et les mâles? Restez avec nous. I said I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said my happiness is all of your misery. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke here, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Doja Cat, Paint the Town Red, en direct sur France Culture, car nous parlons du pouvoir des femelles dans le monde animal. On en parle avec nos deux invités du jour, Lucy Cook, zoologiste, autrice, productrice de télévision et réalisatrice de documentaires britanniques, et l'autrice de Bitch, paru récemment chez Albin Michel, et avec Élise Huchard, biologiste de l'évolution, directrice au CNRS à l'Université de Montpellier et spécialisée dans l'étude du comportement animal. On a vu que l'éthologie continue de tordre le cou aux idées reçues. Chez les mammifères sociaux, le pouvoir des femelles a été sous-estimé. Être femelle chez les animaux, ce n'est pas seulement jouer les seconds rôles passifs, et que dans de très nombreuses espèces, ce sont les femelles qui portent la culotte. Alors les sociétés matriarcales avec des rôles dominants chez les femelles s'observent dans les écosystèmes marins, dans la vaste famille des cétacés et notamment les baleines. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Natacha. Vous êtes allée à l'Institut Jean Leron d'Alembert de Sorbonne Université pour écouter leur communication qui nous renseigne sur leur comportement. Et oui, sur la base de 89 espèces, Olivier Adam, bioacousticien, analyse la diversité des sons, qu'il s'agisse de chants pour les mâles ou bien de vocalisation pour les femelles, car effectivement, il n'y a que les mâles qui chantent. En leur plaçant des micros, il peut décrypter la dimension sonore des comportements, comme les interactions entre la mère et son baleineau. Par cette approche, on a ainsi pu mettre en évidence l'absence du rôle paternel dans l'éducation, le nourrissage et la sécurité du petit, autrement dit dans la survie de la progéniture. Mais prudence, inférer et généraliser des assertions reste délicat, tant les conditions d'observation sont complexes et encore limitées. Qui parle ? En fait, derrière des bip bip comme ça,
Il y a 2 individus? Non, il y en a au moins 5 là. On est le plus près d'un chanteur, Baleine à bosse, d'accord? On est à Sainte-Marie, Madagascar. On est peut-être à 200 mètres, 300 mètres d'un chanteur, donc c'est extrêmement fort. Donc ça, c'est ce qui est au premier plan. Une chanteuse? Non, c'est que mâle. Les femelles ne chantent pas? Non, elles émettent des sons, mais sauf qu'ils ne sont pas répétés en boucle, donc on n'appelle pas ça un chant. Elles ont des... Vocalisation. Je peux faire écouter une mère avec son baleineau, par exemple. D'accord? C'est-à-dire qu'elle contacte son baleineau, le baleineau contacte sa mère, mais elle ne répète pas en boucle ce genre de phrase. Et donc on appelle des chants que les mâles, parce que les mâles, quand ils viennent dans les zones de reproduction, ils font des leitmotifs qui répètent en boucle, etc. C'est comme les parades nuptiales chez les oiseaux. On va dire ça comme ça. Tu as 4-5 individus derrière qui font exactement la même chose, et du coup, on les entend faire comme ça en non-stop derrière, quoi. C'est incroyable, la richesse, la variabilité, on entend des rugissements, des piépiements. Exactement. Des sons pulsés, des trucs comme ça. Et on reconnaît effectivement des motifs récurrents. Exactement. C'est ce qu'on appelle un chant. Tous les cétacés émettent des sons. Alors c'est différent d'une espèce à l'autre. Il y a 89 espèces de cétacés. On va avoir du mal à généraliser parce qu'ils ont toutes ces espèces ont choisi des modes d'interaction différents, des groupes sociaux de structures différentes. Et ça, on a essayé de l'exposer d'ailleurs dans mon expo Baleiноpolis à la Porte Dorée. En fait, on avait pris 4 espèces, baleine à bosse, orque, cachalot et dauphin. Et en fait, à chaque fois, c'était 4 structures différentes. Donc, sur ces espèces-là, il y a un point commun, c'est que le mâle n'est pas inclus dans la vie tous les jours au sens de la fidélité du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de couple femelle-mâle qui reste dans la longévité du terme. De relation père-enfant. Et voilà, et non plus, voilà. Et donc, par exemple, chez les cachalots, en fait, le mâle va venir pour se reproduire. Il est possible qu'il puisse revenir au sein du groupe, d'accord, de là où il a ses petits. Est-ce qu'il y a des liens entre le mâle et son petit? Ça, c'est pas démontré à l'heure actuelle. On peut l'imaginer, mais c'est pas démontré. Chez les baleines à bosse, c'est même pas évoqué. En fait, la femelle a très peu de probabilité de rencontrer un mâle. En tous les cas, il n'y a aucune publication scientifique qui montre que ça a été, que c'est un fait. Chez les dauphins, c'est un petit peu compliqué parce que les mâles, ils ont une tendance à prendre une femelle et à l'isoler pendant une semaine ou deux en mode prisonnier du terme et en la cartonnant non-stop pendant une semaine. Et puis chez les orques, c'est totalement open, c'est que le mâle arrive, il se reproduit et après il s'en va et on ne sait pas s'il a une seule notion du fait qu'il a eu un petit ou pas, quoi. Sur les comportements, on voit le rôle presque matriciel des femelles, qu'elles soient mère, cousine, sœur. Dans cette relation mère-enfant, on se dit qu'on est en milieu marin et qu'il est très difficile de protéger ses petits. On ne peut pas les chasser et les nourrir parce qu'il n'y a pas d'abri, de shelter, de grotte, je ne sais pas. Donc elle doit tout le temps les couver d'une certaine manière. Alors, c'est ce qu'a fait la force des mammifères. Alors, en fait, la force des mammifères, c'est la structure sociale. En fait, là où on s'est imposé, et c'est valable aussi pour les humains, hein, mais pour les mammifères non humains, c'est le fait de pouvoir vivre en groupe. En fait, le fait de vivre en groupe, alors on en tire des bénéfices. Il y a plus de bénéfices que d'inconvénients. Bon, on sait tous qu'il y a des gros inconvénients de vivre en groupe, hein. Et là, on l'observe, d'accord, que ce soit pour des mammifères terrestres, aériens ou marins, c'est que le fait d'être en groupe, ça permet, si jamais il y a des moments de repos, des moments de faiblesse, des moments de maladie, et bien que les autres membres du groupe sont là pour aider, ou en tout cas accompagner ces moments de faiblesse. Et c'est comme ça qu'ils ont conquis les océans. Parce que même dans la vraie nature, on ne peut pas se cacher. Enfin. Donc l'idée, par contre, quand tu es en groupe, tu as des stratégies de groupe qui permettent de se protéger des prédateurs. De faire diversion. Et par exemple, il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a des groupes de dauphins, par exemple, qui vont affronter des requins blancs. Le fait d'être en groupe, ça disperse un petit peu l'attention. Et du coup, ils arrivent à passer au-delà d'un prédateur suprême. Et ça, cette structure sociale, elle est hyper importante chez les mammifères parce que c'est ce qui leur a permis de gagner par rapport à d'autres. Par exemple, là on parlait des requins blancs, mais les requins blancs, ils n'ont pas ce truc-là. Les requins marteaux, c'est pareil. On voit des fois des bandes de requins marteaux arriver dans une zone pour s'alimenter, mais en fait, leur stratégie, elle est uniquement individuelle. Et il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, etc. Et donc, du coup, les mammifères, en tous les cas, prennent des avantages à ça, quoi. Alors, le truc qui se passe sur les sons des cétacés, c'est qu'ils n'ont jamais appris à s'écouter quand ils envoient des sons. Donc en fait, tout le monde parle en même temps. C'est cacophonique. Alors chez les cétacés, ils n'ont pas eu cette idée de se dire, ils avaient tellement envie de se parler qu'ils n'ont pas eu l'idée de se dire, vous vous taisez quand moi je parle. Du coup, quand on fait des sons, c'est cacophonique. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les dauphins, dans leur sifflement, ils rajoutent une identification individuelle.
Une signature. Une signature, et on pourrait dire, mais pourquoi il rajoute une signature individuelle ? Probablement pour ça. Probablement pour rappeler que c'est bien Paul qui a émis ou Jacqueline qui a émis un son et pas nôtre. Une mère baleineau, mère avec son baleineau. Alors, attends. Elles émettent des vocalisations. Elles émettent des vocalisations. Donc. Pour leurs petits, notamment. Exactement. Donc là, ta mère baleineau, on a fait ce travail avec Setamada en Madagascar. On a mis des micros sur des individus, d'accord, mère, sur des baleineaux. Et après, on les enregistre pendant 5-6 heures. On entend deux, là ? Voilà, la basse fréquence, très basse fréquence, c'est comme ça. Ça, c'est la mère. Et puis après, des petites variations, tout. Ça, c'est le baleineau. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Lucie Cook, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? What a magical thing to hear. You know, a mother communicating. Quelque chose d'absolument magique d'entendre une mère qui communique avec son petit. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est formidable ce que la science peut faire aujourd'hui. On peut arriver à approcher des mondes pour commencer à les comprendre et aussi loin que le fond de l'océan. C'est formidable. Élise Huchard, vous aussi une réaction à ce reportage ? Mais il était très riche ce reportage, mais effectivement on peut vraiment saluer le rôle de la bioacoustique pour vraiment lever le voile sur la vie de ces cétacés qui sont absolument fascinantes, les sociétés des cétacés. Donc, le peu qu'on en sait d'un point de vue comportemental souligne des convergences, des parallèles très importants avec la complexité des sociétés des primates, en effet. Ça a été dit un petit peu. Mais c'est juste tellement difficile en fait de rentrer dans l'intimité des sociétés cétacées que c'est effectivement assez fascinant de pouvoir enregistrer leur vocalisation et on espère que ça va vraiment amener à des découvertes majeures en fait, parce que c'est je pense le tout début du décodage des vocalisations des cétacés, mais plus généralement des animaux. Alors dans ce reportage, on entendait que c'est pas le cas des baleines mâles, mais ce qu'on a évoqué en première partie d'émission, c'est quand même les mâles de certaines espèces participent autant, voire plus que les femelles aux soins des petits, Élise Huchard. Oui, alors il y a des exemples de ça. Alors c'est vrai que moi je suis pas spécialiste des cétacés. Je vais vous parler de ce que je connais, mais chez les primates, par exemple les petits singes chouettes en Amérique latine, chez lesquels c'est les mâles qui font quasiment tous les soins parentaux, qui portent les petits toute la journée, qui s'en occupent, etc., et qui juste les amènent à la mère pour qu'elle les allaite en fait à certains moments de la journée. Donc effectivement, il y a des cas où les mâles font plus que les femelles. Maintenant, on peut aussi souligner qu'en particulier chez les mammifères, c'est l'exception plutôt que la règle, et que chez les mammifères, c'est quand même largement les femelles qui en général portent les coûts de la reproduction, et en particulier de la gestation, de la lactation dans ce groupe d'espèces. Et comme je le disais tout à l'heure, chez les poissons, c'est plutôt les mâles qui vont faire les soins parentaux. Donc c'est très variable, mais pour ce qui est plus proche de nous, effectivement. Et c'est ça, chez les poissons, ce sont les pères célibataires qui s'occupent entièrement des petits dans presque 2/3 des espèces. Lucie Cook, en effet, chez les mammifères, les soins paternels directs ne sont présents que chez une espèce de mammifère sur 10. Yes, it's much more unusual. Alors oui, c'est bien moins répandu chez les mammifères. Et effectivement, on peut supposer qu'effectivement, le mâle, en fait, de la baleine aura très peu à voir avec le soin des petits. En même temps, c'est tellement différent, cette vie dans l'eau. Et évidemment, bien sûr, quant à nourrir au sein, il n'y a que les femmes, en fait, la lactation. Elle n'est généralement que chez les femelles. Alors pourquoi la dichotomie mâle compétitif et femelle discrète demeure-t-elle la vision dominante ? Restez avec nous, on répond à cette question dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En
direct sur France Culture avec Lucie Cook et Élise Huchard. Nous parlons de Bitch, un ouvrage qui tord le cou à la mythologie sexiste qui a façonné les sciences du vivant. On vient de parler tout au long de cette émission justement de ces clichés. Pour comprendre tout ça, Lucie Cook, il faut quand même un peu, peut-être encore une fois, revenir un peu en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette perception distordue de la nature. Il faut remonter le temps jusqu'à l'ère victorienne en Angleterre. Yes, I think Victorian England has a lot to blame. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une grande responsabilité de cette Angleterre victorienne. Darwin a été un de mes héros. J'ai étudié la biologie à l'université. Je dirais que c'est toujours un héros, mais malheureusement, c'était un homme de son temps. Et cette époque-là, c'était l'Angleterre victorienne, où, en effet, les femmes étaient considérées comme étant inférieures aux hommes. Et quand Darwin décrit effectivement les sexes, eh bien, les femelles du vivant sont décrites avec toutes les caractéristiques qui étaient celles des femmes de l'époque. Je dirais que c'est effectivement une énigme de voir comment Darwin, qui était un scientifique extrêmement méticuleux et sérieux, a pu se tromper à ce point-là. J'aime à penser que peut-être il avait vu les choses différemment, mais qu'il a cédé à la pression de la société. On n'en saura jamais rien. Mais le résultat, c'est que Darwin a... le fait que Darwin ait montré les femelles de cette manière-là a fait que pendant des siècles, on a eu cette espèce de vision qui était celle de Darwin et voilà, et qu'il suivait. Élise Huchard, Darwin qui parle de son épouse en ces termes, d'une compagne fidèle et une amie dans la vieillesse, mieux qu'un chien en tout cas. Je cite. Ok. Oui, alors Darwin, il est connu pour avoir été progressiste sur certains plans. On sait que par exemple, il était abolitionniste quant à l'esclavage, donc sur certains sujets de société, il était progressiste. Je pense, et apparemment, c'était pas forcément le cas. Il s'est pas forcément distingué effectivement par des idées féministes quand on le compare à d'autres collègues de son époque où il y avait déjà des femmes féministes à l'époque, et donc c'est vrai que c'est peut-être pas le plan sur lequel c'est le plus distingué. Après, sa théorie de la sélection sexuelle, je pense qu'on peut quand même souligner que les femelles y avaient un rôle, et effectivement, il a aussi eu un problème d'acceptabilité de cette théorie, justement par rapport à ce rôle qui a souvent été décrit comme passif, ce rôle de choix, mais qui en fait est tout à fait actif, comme on l'a souligné en début d'émission. Et donc peut-être aussi c'est par rapport à ces problèmes d'acceptabilité qu'il a formulé sa théorie comme ça. Et puis enfin... je pense que c'est aussi important de ne pas faire porter tout le chapeau à Darwin. Je pense qu'il y a eu des générations de scientifiques après Darwin qui ont été largement dominés par les hommes, simplement parce que la science était faite par les hommes en grande majorité pendant des générations et des générations, et que le changement il est assez récent, et que donc c'est des hommes qu'on porter les valeurs de la société dans laquelle ils vivaient, comme tous les scientifiques le font, parce que je veux dire, on est humain avant d'être scientifique, et on est imprégné par les stéréotypes de la société dans laquelle on a grandi. Et donc, je pense que toutes ces générations successives d'hommes scientifiques ont aussi contribué à s'intéresser plus au mâle dans la sélection sexuelle. Et puis aussi, je pense, pour nuancer un peu ce propos, il faut souligner le fait que la sélection sexuelle, elle a été formulée pour expliquer l'existence de ces ornements et de ces armes, comme on l'a dit en début d'émission, et que objectivement, il y a beaucoup plus d'ornements et d'armes chez les mâles que chez les femelles. Et donc, c'était probablement très très logique aussi de s'intéresser d'abord aux mâles avant de s'intéresser aux femelles dans cette démarche explicative. Vous venez de dire plein de choses très intéressantes. J'aimerais revenir sur un point avec vous, Lucie Cook. Il y a donc eu des biais sexistes qui ont entaché l'étude des sociétés animales, car ce n'étaient que des équipes intégralement masculines.
tout ça, ça a biaisé la recherche scientifique, Lucy Cook? Absolutely. There's Oui, c'est bien ça. it's a good example in my book of Il y how a un bon exemple que je reprends dans mon livre sur comment, en fait, de bons scientifiques peuvent souffrir de préjugés, même actuellement. Il y avait ces oiseaux sociaux qui vivent en Amérique du Nord, et il y avait un ornithologiste qui voulait travailler sur leur hiérarchie dominante en imaginant qu'elle était portée par les mâles. Donc ils ont essayé de comprendre quel mâle était dominant sur un ou des autres, et ils ont vraiment eu du mal parce qu'effectivement les mâles de ces oiseaux-là étaient complètement des pacifistes, ils ne s'agressaient jamais les uns les autres, et donc ils basaient en fait leur description de conduite agressive à des regards en biais, pas plus. Et il y avait effectivement des agressions qui étaient conduites dans cette espèce, mais ça concernait que les femelles en fait qui se battaient dans les airs ou sur le sol, et ça n'a pas été considéré où on disait que en fait ces comportements agressifs des femelles étaient des comportements qui précédaient la période de fertilité. Et donc c'est des gens qui avaient donc une démarche scientifique qui était juste, mais qui n'arrivaient pas à voir réellement ce qui se passait en fait. Parce que, voilà, finalement, c'est que les femmes, elles étaient d'évidence impliquées dans la hiérarchie. Et puis, autre contre-exemple, dans l'histoire des sciences, on a l'exemple de la primatologie. Avec des pionnières, en effet, comme Diane Fossé, Jane Goodall, Biruté Galdikas. Je disais, il y a bien des pionnières comme Diane Fossé, Biruté Galdikas, Jane Goodall, c'est qu'on a appelé les trimates, qui se sont occupés de l'étude des primates. Absolutely. I mean, I think that primatology oui, je pense que l'étude des primates a bénéficié de beaucoup de femmes scientifiques qui se sont intéressées au comportement des femelles, et moins connues que Diane Fossé et Jane Goodall, qui se sont plus intéressées au comportement des hommes. Mais il y a Sarah Bluffer-Hrdy qui vraiment a étudié les femelles primates et était très, très intéressée à ce que c'était d'être une mère babouin, par exemple. Écoutez, merci à vous toutes d'avoir été là avec nous. On passe dans quelques instants à la chronique avec Science.